Donc, ce que nous vous proposons ce soir, déjà, nous allons vous représenter le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire, puisque voilà, nos animateurs de ce soir, nos spécialistes en IA vont se présenter. Je vous présenterai rapidement ce qu'est CESI, qui est CESI et ce qu'est CESI, puisque c'est notre école qui propose ce webinaire. Ensuite, nos enseignants responsables pédagogiques et enseignants-chercheurs vous présenteront, vous redonneront une définition et quelques exemples d'application de ce qu'est l'IA. Nous ferons un zoom sur un domaine particulier qui est l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé, qui fait partie du domaine de recherche de nos enseignants-chercheurs et de notre laboratoire, l'INEACT. Puis, nous viendrons évidemment sur la question des métiers et des débouchés. Et enfin, nous ferons le focus sur 3 parcours qui sont possibles à saisir et qui permettent d'accéder à ces métiers. Voilà, pour les formations les plus évidentes, les plus prégnantes. Alors déjà, on va se présenter. Je vais commencer puisque j'ai la parole. Donc, je suis Florence Cator et puis je suis chargée d'une équipe en charge des admissions et des relations entreprises sur un des campus CESI, en l'occurrence celui de Dijon. Je laisse la parole à Khalil, Amine, comme vous le souhaitez. Bonjour, je suis Khalil Betrouni, donc enseignant responsable pédagogique au campus de Strasbourg. Je suis enseignant en informatique et spécialisé en intelligence artificielle, data science, deep learning et tout ce qui est autour de l'IA et de la data. Déjà beaucoup de vocabulaire dans tout ça. Amine, on t'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Amine Bouy, enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de CESI Campus de Dijon, donc, et attaché donc au laboratoire CESI l'INEACT. Donc, je développe des travaux de recherche autour de l'IA et ses applications au service de la santé. Merci Amine. Et enfin Étienne. Bonjour, donc moi je m'appelle Étienne, je suis chargé de relations candidats entreprises, donc de tout ce qui va être le recrutement des étudiants et les aider à trouver une entreprise sur la filière informatique dans le campus de Dijon. Voilà, donc vous l'avez compris, aujourd'hui une forte représentativité du campus de Dijon, mais les informations qu'on va vous donner sont bien sûr nationales. Alors, rapidement, pour vous, justement, vous resituer CESI. Donc, CESI, qu'est-ce pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui connaîtraient peu notre école? CESI, c'est donc une école d'ingénieurs. Jusque-là, tout va bien, c'est dans le nom, qui a été fondée il y a déjà un certain nombre d'années, en 1958, par des entreprises qui souhaitaient faire évoluer les techniciens et les faire devenir ingénieurs par la voie de la formation continue, qui s'est développée donc sous statut associatif. Nous sommes une association et qui reste aujourd'hui gouvernée par des représentants du monde professionnel, par des grandes entreprises et par des fédérations notamment. Donc évidemment, l'offre s'est étoffée, l'offre s'est développée. Et aujourd'hui, CESI présente des formations uniquement après le bac, donc des formations Bac+3, Bac+5, Bac+8, qui sont organisées dans différents programmes. Donc le programme Grande École, ce qu'on appelle le programme Grande École, c'est essentiellement les ingénieurs, pour faire très simple, des bachelors et des masters professionnels, sous statut étudiant et par la voie de l'alternance pour une grande majorité d'entre eux, des masters spécialisés, donc qui sont des diplômes agréés par la conférence des grandes écoles, accessibles à des gens qui ont déjà un niveau Bac+5 et qui souhaitent vraiment développer leur expertise dans un domaine. Un programme exécutif pour les salariés, un programme doctoral pour ceux qui souhaitent devenir docteurs, et puis plusieurs programmes pour les étudiants internationaux. Tout ceci dans 5 domaines de formation: l'industrie et l'innovation, l'informatique et le numérique, la qualité, sécurité, environnement et le développement durable, le bâtiment, travaux publics et génie civil, et enfin les ressources humaines et le management. Tout ça. CESI est basée effectivement un peu partout sur le territoire en France, donc c'est une école nationale et qui est déployée sur 25 campus sur tout le territoire, vous le voyez, ce qui nous permet effectivement d'avoir une certaine proximité avec les entreprises. Donc la totalité de l'offre de formation n'est pas présente sur chaque campus, bien évidemment. Il y a des petits campus qui ont 300, 400 étudiants, et puis il y a des grands campus qui ont 1200, 1500, 1700 étudiants, évidemment, en fonction de la taille de la ville, de l'offre de formation et de l'ancienneté du campus. Ceci étant, ça reste une école nationale et on s'attache toujours à être au plus près des besoins des différents territoires. Et pour terminer, quelques chiffres, je ne vous en dirai pas plus.
ce n'est pas le sujet du jour. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes quand même effectivement une des plus grosses écoles d'ingénieurs françaises. Aujourd'hui, nous sommes environ 1500 salariés à travailler pour CESI. En 2023, nous avons fêté la diplomation de 8400 étudiants sur 44 titres. Nous avons aujourd'hui des partenariats avec environ 130 universités dans le monde et un peu plus de 8000 entreprises d'accueil. Et tout ceci, effectivement, depuis 1958, ça nous représente un gros réseau d'alumni d'environ 110 000 alumni. Donc les alumni, ce sont les anciens diplômés. Donc effectivement, vous allez retrouver des anciens élèves de CESI un peu partout sur le territoire et dans les différents domaines que nous avons évoqués précédemment. Voilà, j'en ai fini pour la présentation générale de CESI. C'était pour vous redonner le contexte. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à Ravil, qui va nous redonner un petit peu les grandes lignes quand même. On parle beaucoup d'IA, mais de quoi parle-t-on finalement? Merci Florence. Donc, je vais essayer de vulgariser le plus que possible pour que ma présentation soit accessible bien sûr à tout le monde. Donc, vous entendez souvent parler des deux mots, intelligence et artificielle, donc de la composition des deux mots. Donc, l'IA, c'est un domaine des sciences informatiques qui vise à créer des systèmes capables de simuler l'intelligence humaine. Et donc, le but, c'est d'arriver à un comportement presque humain. Donc, ces systèmes peuvent analyser et comprendre des données, prendre des décisions et surtout résoudre des problèmes plus ou moins complexes. Dans un état un peu plus avancé, on espère que l'IA puisse apprendre d'elle-même et donc s'améliorer avec de l'expérience et ensuite interagir avec l'environnement qui entoure l'IA. Okay. J'avance, tu me dis stop Oui. si je suis trop vite. Oui. Alors, pour faire simple et pas donner trop de termes techniques, je vais définir l'IA avec 3 termes qui sont apparus très très récemment, on va dire ça fait à peu près 1 an ou 2 ans que ces termes sont apparus, qui ne sont pas forcément très techniques. Donc, on a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle étroite, ou en anglais Artificial Narrow Intelligence. Donc, c'est une intelligence artificielle qui est étroite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est classée comme une intelligence artificielle, parfois on entend le mot-clé faible. Pourquoi? Parce qu'elle est spécialisée dans une gamme étroite de paramètres ou de situations, comme par exemple la reconnaissance vocale, le traitement d'image ou les voitures sans conducteur, par exemple, les voitures autonomes. On a un autre type d'IA qu'on appelle intelligence artificielle générale. Et donc, le but, c'est d'arriver à un niveau d'intelligence équivalent à l'intelligence humaine. Donc, c'est considéré comme une intelligence artificielle forte. Le but de l'intelligence artificielle générale, c'est d'obtenir un niveau équivalent à l'intelligence humaine, capable de s'adapter et de résoudre une large variété de problèmes. Le tout dernier type, qui n'existe pas pour le moment, qui s'appelle la super intelligence artificielle, ce type n'est pas encore développé, n'existe pas réellement, mais ça représente une intelligence qui dépasse celle des humains, donc une surintelligence, une super intelligence avec des capacités cognitives extraordinaires. Passer au slide suivant. Donc, je vais vous présenter quelques chiffres clés ou des statistiques sur l'IA. Donc, 25% des emplois actuels pourraient être transformés par l'IA d'ici 2030, avec des impacts variés selon les secteurs. Donc, ça dépend du secteur d'activité. On a 84% des PDG qui estiment que l'IA augmentera significativement l'efficacité de leurs employés. Les secteurs exposés à l'IA, qui sont actuellement exposés à l'IA, tels que les services financiers ou technologiques de l'information, ils affichent une croissance de productivité presque supérieure à 5 fois à celle des secteurs moins exposés. Et on a que le marché mondial de l'IA est estimé à plus de 300 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui est énorme avec une croissance annuelle soutenue. Et donc, c'est des chiffres clés fournis par PwC. Et voilà, tu peux passer au slide suivant. Donc, l'IA dans le commerce, quelques exemples d'applications de l'IA dans le commerce, recommandations personnalisées, par exemple en suggérant des achats basés sur les préférences et l'historique du client. Ça, vous le voyez déjà sur Amazon ou tout autre site où vous achetez des articles. Oui.
Donc, ça va encore beaucoup plus s'améliorer. Les chatbots intelligents, donc c'est pouvoir proposer un service client H24, 7 jours sur 7, capable de résoudre des problèmes complexes. La gestion du stock, donc précise de la demande pour optimiser l'approvisionnement, donc savoir quand est-ce qu'on aura besoin d'acheter ou de nous fournir sur tel et tel stock. Le prochain domaine d'application qui est les transports, donc vous le connaissez déjà, donc les voitures autonomes telles que les véhicules comme Tesla et Waymo. Donc ils naviguent facilement sans intervention humaine. On a encore quelques bugs, quelques problèmes, quelques accidents, mais de plus en plus ça va s'améliorer au fur et à mesure. Donc gestion du trafic dans des systèmes intelligents optimisant les flux de circulation en temps réel. Vous le voyez déjà en utilisant votre navigateur ou autre pour essayer d'aller à un endroit ou à un autre, on peut vous dire que tel endroit, ben, il y a beaucoup trop de voitures, c'est encombré, ainsi de suite. Il vaut mieux éviter telle route parce qu'il y a tel et tel accident. Ça se fait déjà aux États-Unis, donc on a la livraison par drone qui est déjà assez répandue, je dirais. Donc le but, c'est de transporter des colis ou voire des repas de manière automatisée pour des livraisons rapides et efficaces. Prochaine thématique ou exemple d'application, c'est dans l'industrie, évidemment. Donc, le but, c'est d'avoir une automatisation avancée. Donc, les machines arrivent à automatiser plein de gestes, mais le but, c'est d'avoir une automatisation intelligente et avancée, pouvoir faire de la maintenance prédictive, donc pouvoir prédire quand est-ce qu'on a besoin de faire de la maintenance ou pas. Contrôler la qualité grâce à l'IA. Par exemple, dans l'industrie, on utilise souvent des caméras pour détecter des défauts et ainsi de suite, par exemple, dans les carrosseries ou autres. Et à la fin, bien sûr, optimisation de la production et donc de tout ce qui est chaîne de production. Donc, un autre domaine, donc l'IA doit être bien sûr au service de l'environnement et non pas l'inverse. L'IA joue un rôle crucial dans la prédiction des catastrophes naturelles. C'est déjà assez utilisé, par exemple, au Japon, pour essayer de prédire la probabilité qu'il y ait un séisme, par exemple, et l'optimisation des ressources énergétiques et donc l'optimisation de l'utilisation de tout ce qui est énergie. Dernier domaine qui nous intéresse le plus, donc c'est le domaine de l'IA dans la santé. Je laisserai mon collègue Amine détailler beaucoup plus cette partie-là. Merci Khalid. Ça couvre déjà beaucoup de champs, on le voit. Ça peut aussi interroger sur la place de l'humain dans tout ça, les questions de l'éthique, etc. Donc ça peut soulever beaucoup de questions, mais on voit qu'il y a beaucoup de domaines d'application en effet. Alors justement, on va faire un petit zoom puisque ça fait partie des domaines de recherche de notre laboratoire. Donc on va laisser Amine nous présenter un peu les domaines d'application au niveau de la santé. En quoi l'IA peut-elle effectivement contribuer à servir le domaine de la santé et le personnel médical, entre autres. Hop, tac. Merci Florence et merci Khalil déjà en fait pour avoir donné en fait cette vue générale sur l'intelligence artificielle et aussi en fait lister en fait ces différentes applications. Donc moi je vais faire un focus et un zoom sur les applications de l'IA dans le domaine de la santé. Donc on les trouve partout. Donc je vais passer rapidement. Donc par exemple dans le domaine de la médecine préventive ou prédictive, pardon, où l'IA peut analyser de grandes quantités de données pour anticiper l'apparition, par exemple, de maladies ou prédire leur évolution. Par exemple, un autre domaine, donc la médecine de précision, où on peut combiner des données génomiques, cliniques et environnementales. Donc là, l'IA, par exemple, peut proposer des traitements qui sont personnalisés et adaptés au profil unique de chaque patient. D'autres types d'applications de l'IA en santé, donc l'aide à la décision médicale. Là, l'IA peut soutenir les professionnels de santé en fournissant des diagnostics plus rapides ou en suggérant des options thérapeutiques. Pour les robots d'accompagnement ou bien les robots compagnons, donc ces robots sont équipés de systèmes d'IA qui offrent un soutien physique, émotionnel et cognitif, notamment aux personnes âgées ou aux personnes fragiles et dépendantes. On peut par exemple prendre l'exemple du robot Paro, qui est un phoque robotique utilisé dans des maisons de retraite pour apaiser les patients atteints de démence. Voilà.
Pour le domaine de la chirurgie, donc assistée par ordinateur, donc l'IA peut permettre aux chirurgiens de réaliser des interventions avec plus de précision, souvent en minimisant les incisions. Donc, par exemple, il y a le système DaVinci qui a été développé aux États-Unis, qui utilise l'IA pour aider des chirurgiens à effectuer des gestes complexes, notamment dans les chirurgies cardiaques ou abdominales. Et finalement, donc, le dernier exemple d'application, donc c'est la prévention en population générale. Donc, l'IA ici peut utiliser pour surveiller donc, et analyser des données épidémiologiques à grande échelle, permettant d'anticiper et de contenir des crises de santé publique, par exemple, lors du Covid. Donc, il y avait un système IA qui s'appelle Blue Dot, qui a permis en fait, de détecter en fait, l'épidémie de Covid-19 avant même que l'OMS n'en ait mis l'alerte. Voilà. D'accord. Ok. Slide suivant, Laurence, s'il te plaît. Voilà. Donc, quand je me suis présenté, donc voilà, je me suis présenté en tant qu'enseignant-chercheur en IA, donc en développement d'outils IA pour la santé. Et donc, effectivement, donc ici au campus de Dijon, donc, nous développons avec mes collègues enseignants-chercheurs et nos jeunes doctorants ainsi que les stagiaires des approches IA donc, pour la santé. En particulier, donc, des approches IA pour la rééducation physique, des approches d'IA multimodales. Quand je dis multimodal, ça veut dire en fait qu'ils utilisent plusieurs types de données pour la détection de chutes chez les personnes dépendantes, les personnes fragiles. On développe également des outils IA émotionnels et affectifs au service de la santé et on développe aussi des approches IA pour l'imagerie médicale. Donc, je vais faire plutôt le focus sur deux types d'applications qu'on développe au laboratoire CISI-Lignac ici, donc au campus de Dijon. Et je commence donc par l'IA émotionnelle et affective au service de la santé. Donc là, l'idée, c'est de développer des approches qu'on peut déployer sur des appareils, ça peut être des tablettes, ça peut être des robots, et en fait, qui vont permettre l'interaction émotionnelle et affective donc, avec des personnes, ça peut être des personnes âgées, ça peut être aussi des enfants atteints d'autisme ou toute autre maladie. Et donc, l'idée, par exemple, c'est donc à partir de capteurs comme la caméra, comme des capteurs audio, on peut détecter et analyser les émotions ou bien les états affectifs qui sont exprimés par ces individus-là et après pouvoir donc lancer des conversations ou bien des interactions émotionnelles. Voilà. Slide suivant. Donc, l'autre application donc, de l'IA qu'on développe ici à Dijon, c'est l'IA pour la rééducation physique. Donc là, par exemple, on essaie d'évaluer les exercices de rééducation physique qui sont prescrits par les experts, par les médecins. Donc, pour des individus, par exemple, qui ont eu un accident et ont subi en fait, des opérations chirurgicales, donc on leur prescrit des exercices à domicile. Donc, eux, par exemple, ils peuvent se positionner, se placer devant une caméra, donc un capteur caméra, et donc faire les exercices. Et donc, il y a un système IA qui va essayer d'évaluer en fait cet exercice. Est-ce qu'il est bien fait ou pas? Et même faire un feedback, c'est-à-dire un retour à ce patient pour lui dire quel moment du mouvement n'a pas été bien réalisé. Donc là, par exemple, à Dijon, donc on développe ce genre de système. Et bien sûr, on ne travaille pas seul, on collabore avec des acteurs de l'écosystème de santé à Dijon, donc, comme les CHU, le CGFL, Vive 3 Bourgogne, et donc pas mal donc, de collaborations qu'on essaie de développer au sein de la région donc, dijonnaise. Ah ben ouais, ok. Merci pour ce focus. On a vu de façon détaillée, mais voilà, de comprendre un petit peu mieux. Effectivement, ça nous permet de comprendre un peu mieux en quoi l'IA peut servir ces différents secteurs, et notamment celui de la santé, avec des applications très concrètes. On a hâte d'essayer tout ça. Alors, on va venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, hein. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'orientation. On le sait, c'est le moment où on s'interroge beaucoup. Voilà, vous avez peut-être des enfants en première, en terminale, en première année de je ne sais pas, d'université ou autre, qui s'interrogent sur leur avenir et donc sur les métiers. Il nous paraissait intéressant effectivement de présenter quelques exemples de métiers. Alors, on va être très clair, hein, voilà, ce sont des exemples de métiers
Les appellations peuvent être différentes d'une entreprise à une autre, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, sachant que ce sont des métiers que l'on appelle émergents, hein, puisqu'ils sont nouveaux. Donc, en pleine évolution, ce sont de nouveaux métiers et effectivement, voilà, aujourd'hui, on n'en est qu'au balbutiement, on n'en est qu'au début. Alors, hop, peut-être, je ne sais pas, Amine ou Khalil, Voilà. celui qui le souhaite. Je peux prendre le relais. Allez. Donc, les étudiants en fait qui suivent en fait des formations en intelligence artificielle générale ou appliquée à une thématique ou appliquée donc à un domaine euh, peuvent viser donc des métiers qui sont présents dans le marché en fait de l'emploi, donc comme par exemple un data scientist, donc bien sûr un data scientist débutant, donc où qui va concevoir donc et utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour analyser donc des données complexes et en extraire des informations utiles. Donc, ces missions principales donc, vont porter sur la conception d'algorithmes de ce qu'on appelle en fait machine learning, deep learning, donc apprentissage profond et apprentissage machine, pour résoudre des problèmes spécifiques. Donc, il va aussi exploiter des grandes bases de données, ce qu'on appelle les big data, donc pour détecter des tendances ou anomalies. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle donc ingénieur IA ou parfois on appelle aussi développeur IA, ingénieur ou développeur IA, donc qui conçoit et implémente des systèmes basés sur l'intelligence artificielle. Et donc, l'objectif, c'est de développer donc des solutions intégrant des modèles d'intelligence artificielle comme des chatbots ou bien des systèmes de recommandation, ainsi de suite, et tester et améliorer les performances de ces algorithmes en temps réel. Donc là, on est d'accord que ce sont déjà des gens qui sont des développeurs informatiques avant d'être développeurs en IA. Hein, bien sûr, en fait, parce qu'en fait, l'IA, on ne peut pas faire l'IA en fait, sur du papier. C'est pas que du théorique, mais on a vraiment besoin. En fait, c'est des formations qui proposent déjà en fait double casquette, donc à double casquette, donc informaticien, développeur et aussi donc spécialiste intelligence artificielle. Voilà. Okay. C'est une spécialisation, d'accord. Exactement. Je pose des questions innocentes, hein, je suis. Hop. D'autres exemples de métiers que l'on peut retrouver, que l'on commence à retrouver sur le marché du travail? Donc, comme le data analyst, si je me permets, je peux continuer. Donc, là, le data analyst, en fait, transforme normalement les données brutes en informatique claire pour orienter les décisions des entreprises, par exemple. Et donc là, ses tâches principales portent sur la préparation, la structuration et la visualisation de ces données-là pour identifier en fait des tendances ou indicateurs clés. Donc, il va pouvoir aussi créer des rapports et des tableaux de bord interactifs à l'aide donc d'outils comme des langages de programmation comme Python, le langage R ou d'autres langages de programmation. Donc, le chef de projet, donc IA, donc ça c'est un niveau un peu avancé, bien sûr, après quelques années d'expérience et en IA, donc pour arriver à ce poste-là, donc là, le chef de projet, il va piloter l'intégration de l'IA dans des projets complexes et il a des responsabilités, donc c'est pour ça il est chef. Et donc l'idée, c'est de coordonner donc les équipes techniques et fonctionnelles pour, par exemple, développer des solutions IA adaptées aux besoins clients. Il va aussi suivre donc le déploiement des solutions et garantir leur conformité, que ce soit technique, éthique et réglementaire, parce que l'IA utilise des données et donc ces données doivent être réglementaires. Donc il faut que l'utilisation soit légale. Et voilà. Donc slide suivant. Alors, juste avant, je reprends ma casquette relation entreprise. La notion de data analyst, effectivement, c'est quelque chose qu'on commence à retrouver pas mal dans les entreprises parce que tout le monde se rend compte, toutes les entreprises se rendent compte qu'elles gèrent une quantité qu'elles ont accès à une quantité phénoménale de données, mais que ces données, on ne sait pas forcément quoi en faire. On ne sait pas comment on ne sait pas forcément en extraire les bonnes choses, on ne sait pas forcément comment les utiliser intelligemment et effectivement dans un certain respect de ce que disait Amine, technique, éthique et réglementaire également. Donc ça, c'est vraiment un métier, oui, que l'on retrouve vraiment dans tout secteur d'activité parce que cette question de la gestion de la donnée, finalement, on la retrouve de façon très transverse dans différents types d'entreprises. Et c'est une question que se posent beaucoup d'entreprises de dire, OK, très bien, on a beaucoup de données, on sent qu'il y a quelque chose à faire avec tout ça, mais concrètement, voilà, maintenant, il nous faut des compétences pour arriver à traiter cette donnée et en faire quelque chose d'utile et d'intelligent. Et effectivement, sur le chef de projet IA, donc si je résume, le chef de projet IA, par exemple, il peut piloter, Amine, je ne sais pas, un data analyst, un développeur, voilà. Exactement. Il peut être un manager d'une équipe, en fait, oui. Voilà, d'accord. En fonction de la demande du client, interne ou externe, il va faire appel à ces différents métiers, c'est ça?
Exactement. En fait, c'est comme un manager en fait, d'une équipe composée d'ingénieurs et de développeurs IA, de data analysts, de data scientists, donc toute une équipe en fait, qui travaille autour de l'IA. Ok. Hop. Alors, Et donc, bien sûr, il y a d'autres postes et d'autres métiers en fait, qui sont liés à certaines applications spécifiques de l'IA, comme par exemple, là, je vois en fait ingénieur NLP. NLP, ça veut dire en fait, c'est Natural Language Processing, donc c'est traitement automatique du langage. Et donc là, c'est des spécialistes qui vont développer des modèles pour comprendre et traiter le langage naturel. Ce sont eux en fait qui développent qui créent des chatbots, des systèmes de traduction automatique ou bien d'analyse de sentiments sur les réseaux sociaux. Donc, ils s'intéressent à tout ce qui utilise l'information textuelle ou parole. Donc là, on voit aussi ingénieur en vision par ordinateur. Donc là, si je parlais du NLP, ça veut dire texte et parole. Donc vision par ordinateur, c'est quelqu'un qui va exploiter donc la donnée image et vidéo. Donc il va développer des solutions IA pour analyser et interpréter ces images et ces vidéos-là. Donc ingénieur machine learning, donc c'est un ingénieur qui va développer et aussi optimiser des algorithmes d'apprentissage automatique, donc pour résoudre des problèmes complexes. Ça peut être la prédiction, recommandation ou bien la détection. Donc, on a des architectes big data. Donc, ça, c'est des métiers où on doit concevoir et mettre en place des infrastructures pour collecter, stocker et traiter de grandes quantités de données. C'est pour ça qu'on appelle big data. Donc, formateur ou consultant IA, donc c'est bon, ça. Déjà, en fait, le titre en fait, du métier, ça explique tout. Donc, c'est un formateur donc, qui va former des gens en fait, sur l'IA, tout simplement, et responsable en éthique de l'IA. Donc, c'est quelqu'un en fait, qui supervise l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle et veille sur le respect des principes comme la transparence, la non-discrimination et la protection des données. alors, par exemple, je pose une question tout à fait innocente, je ne sais pas la réponse. Un responsable en éthique de l'IA, c'est quelqu'un qui a plutôt un cursus des connaissances en informatique ou en droit, ou les deux? Les deux, en droit numérique, en IA Ah, et en éthique technologique. ok, d'accord, très bien. Khalid, est-ce que tu veux compléter Je pense que je vais compléter sur le cycle ingénieur un peu plus tard, sur en sur décrivant à la quel partie? moment ils vont apprendre Ouais, les différents métiers. Mais oui, voilà. je suis tout à fait d'accord avec ce que Amine a décrit, hein. Bon, bah, si vous êtes d'accord, c'est déjà pas mal. En complément, effectivement, on peut peut-être dire que voilà, on a des métiers assez vastes qu'on peut retrouver dans des petites comme dans des grandes entreprises, dans des startups comme dans des grands groupes et dans des institutions privées comme publiques. C'est vraiment des métiers qui sont très transverses, comme les métiers de l'informatique en général d'ailleurs, hein. C'est effectivement, on peut travailler dans des entreprises du numérique, dans des ESN, mais on peut effectivement, comme tout à l'heure Raline nous le présentait, les domaines d'application sont vastes, donc on peut aussi avoir des thématiques de travail et retrouver ces différents métiers dans le monde industriel, dans les banques, qui ont beaucoup de données aussi à gérer, d'éthique, etc., dans les hôpitaux, on l'a vu avec l'application santé, etc., etc. C'est vraiment quelque chose de... Voilà, ce sont des métiers qui vont être très transverses, qu'on va retrouver vraiment dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc, je peux rajouter peut-être une petite chose. Oui, Donc, dans n'importe quel secteur, hein, donc que ce soit l'industrie, le commerce ou autre, on retrouve pratiquement les trois ou quatre métiers que Amine a décrits. On a le data analyst qui est prêt à montrer tout ce qui est schéma, figure et statistiques, donc à pouvoir les présenter aux clients. On a le data scientist qui essaye de faire parler les données, donc de trouver quelque chose qui n'est pas forcément visible dans les données, d'essayer de trouver un comportement qui est caché. Et on a l'ingénieur data, ou en anglais, donc ça fait le data engineer, qui est plus en train d'optimiser ce qui se fait en IA et éventuellement déployer les modèles d'IA les plus puissants dans le cloud. Et on a donc au final l'ingénieur IA qui pilote toute cette équipe composée d'un data analyst, d'un data scientist et d'un data engineer. Et donc, ça nous fait tout un processus complet pour gérer de la data. merci de nous resituer effectivement comment s'inscrivent ces différents métiers. Hop. De façon complémentaire, ce qu'on peut retrouver comme fil rouge finalement dans tous ces métiers, alors on va parler salaire, bien évidemment. Évidemment, la fourchette est très large, puisque vous l'avez compris, il y a différents métiers, différents niveaux de formation et différents niveaux d'expérience qui vont entrer en ligne de compte. Donc la fourchette est très large, mais
On peut dire que ce sont quand même des métiers qui sont plutôt amenés à être bien rémunérés. Des niveaux de formation qui demandent quand même un certain niveau de qualification. Hein, vous l'avez compris, ça ne s'improvise pas, ça demande quand même un certain nombre de connaissances et de compétences. Donc, à partir du bac plus 3, mais tranquille, bac plus 5 sans aucun problème et bac plus 8 pour exercer ces différents métiers, selon le niveau de responsabilité et selon les métiers. Vous l'avez aussi compris, nos enseignants-chercheurs et responsables pédagogiques ont beaucoup de termes anglophones. L'anglais, c'est la langue de référence, donc comme dans l'informatique, comme dans le développement, mais peut-être encore un peu plus dans l'IA, je ne sais pas. En tout cas, l'anglais est vraiment la langue de référence, c'est un incontournable, on ne pourra pas y échapper. Et puis ensuite, effectivement, il y a des compétences et des connaissances transverses qui sont les compétences de base. Il faut être capable de gérer un algorithme. On a entendu les mots programmation, codage, langage. Voilà, ça va être déjà les compétences de base. Vous pouvez en rajouter peut-être Khalil, tu peux en rajouter, je ne sais pas. Non, non, c'est Ça tout va. bon. Donc, l'anglais Euh, est primordial, hein. hmm, Mais même dans le domaine de l'informatique, c'est très Oui, ça important. change Et rien. même, vous voyez, par habitude, donc, les termes qu'on utilise sont tous en anglais. Donc, voilà, mais sinon, ce n'est pas plus difficile que ça. Non, 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 voilà. Après, après, en Donc la fait, technique. moi, en fait, je vais mettre beaucoup, en fait, le focus, en fait, sur les compétences requises. Donc, il faut vraiment qu'on soit un bon développeur. Donc, au moins maîtriser un langage de programmation, de préférence et idéalement le langage Python. Parce qu'en fait, les outils et les librairies en fait, qu'on utilise d'habitude en intelligence artificielle, la plupart en fait, sont développés en langage Python. Donc, il faut vraiment maîtriser en fait, ce langage de programmation. C'est vraiment très, très important. Au niveau des qualités, on a mis quelques qualités qui nous paraissaient peut-être ressortir dans ces métiers. euh, que sont le travail en équipe. Bah oui, on a parfois cette image du geek qui développe, qui code derrière son PC, mais le travail en équipe est indispensable. L'un ne peut pas travailler sans l'autre. Vous l'avez déjà peut-être perçu dans ce qu'on disait tout à l'heure, entre le data analyst, le data scientist, l'ingénieur IA, le développeur. Euh, voilà, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre, donc il est nécessaire, comme dans beaucoup de métiers finalement, hein, de travailler en équipe. Avoir un certain sens critique et analytique de ce qu'on va percevoir, notamment sur la gestion de la donnée. Peut-être vous pouvez compléter. Non, c'est très comme ça. Vous voilà, pas Non, de. non, Ok, c'est on laisse clair. comme ça. Ça demande effectivement d'être capable de travailler en autonomie malgré le travail en équipe et de faire preuve de curiosité, puisque on est, vous l'avez compris, dans un, un domaine qui est assez neuf hein, finalement et qui évolue très très vite. Donc c'est vrai que c'est important de rester curieux et de voir un petit peu tout ce qui arrive, tout ce qui se génère, toutes les nouveautés. Et puis, on y pensera peut-être moins, mais effectivement, c'est nécessaire également de faire preuve d'une certaine créativité et d'un certain esprit d'innovation. Alors, je ne sais pas, Amine, tu veux peut-être illustrer, compléter? Oui, en fait, il faut vraiment avoir cet esprit de créativité, être créatif en fait et innovant. Donc, il faut pas se contenter en fait à implémenter en fait des modèles IA qui ont été développés par d'autres développeurs ou chercheurs. Donc, il faut vraiment avoir cet esprit créatif en fait et aller vraiment vers le développement de nouveaux systèmes, de nouvelles approches. Donc, moi, je donne un exemple. Donc, par exemple, en tant que chercheur, en fait, j'avais développé en fait une architecture pour la reconnaissance des émotions faciales, un papier en fait que j'ai publié fin 2023. Ah ben là, après, en fait, il y avait une dizaine en fait, de travaux qui ont pu développer des modèles plus robustes, plus performants en fait, que le mien. Donc, c'est une sorte en fait, de concurrence et de compétitivité en fait, entre les différents, les développeurs et les chercheurs. Voilà. Ah, une émulation alors. C'est un Ok. domaine en constante évolution, hein, donc faut toujours rester à Exactement. jour. Et je pense que le challenge, il est là, c'est de devoir rester toujours à jour. Parce qu'il ne faut pas se baser sur ses connaissances d'aujourd'hui, parce qu'en quelques mois seulement, ça Son poulet. change et tout le Ouais. domaine peut être bouleversé très très rapidement. Ouais, et je rejoins en fait Khalil sur ce point-là, donc faire une sorte de veille technologique. Et donc, maintenant, il y a des plateformes en ligne qui sont vraiment variées. Donc, il suffit en fait d'écrire un mot-clé correct en fait sur des moteurs de recherche comme Google. Et donc, vous allez vraiment tomber sur voilà, des plateformes de développement de modèles d'intelligence artificielle et vous allez trouver vraiment que les derniers modèles et les performances qui ont pu obtenir. Voilà.
très intéressant. C'est assez stimulant, je trouve. Au moins, on ne s'ennuie pas dans vos métiers. Alors, pour terminer cette présentation, on voulait vous faire le focus sur quelques parcours saisis qui peuvent préparer à ces métiers. Vous l'avez compris, si vous intégrez demain ou si vos enfants intègrent demain un de ces parcours, eh bien, dans 3 ans ou dans 5 ans, quand ils sortiront sur le marché du travail, les métiers auront déjà beaucoup évolué. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Voilà l'état de l'art, en tout cas. Alors, on voulait vous faire le focus sur, sur des bacs plus 3 et sur des bacs plus 5 pour démarrer. Il existe effectivement à CESI, et pas que à CESI, des formations que l'on appelle des bachelors grades de licence. Ce sont des formations qui sont habilitées par la commission des titres d'ingénieur, c'est important de le dire. Et donc, il y en existe de différentes sortes à CESI et ailleurs. Nous, on va vous faire le focus sur celles qui concernent l'IA, bien évidemment. Ce sont des formations, je vous ai mis le petit QR code, si vous voulez aller voir sur le site internet de CESI les différents bachelors grades de licence qui existent. Ils nécessitent effectivement d'être issus d'un bac général, STI 2D, STL, éventuellement certains bacs professionnels sous condition, effectivement, pour les gens qui auraient eu un très bon parcours en bac professionnel dans une filière proche. Mais effectivement, on va dire qu'on est sur du bac général, STI 2D, STL. Ce sont donc des bachelors. Donc les bachelors, c'est 3 ans de formation après le bac. Et ce sont des formations, effectivement, qui peuvent avoir différents statuts, étudiants ou alternants. Alors, CESI est associatif, mais reste une école privée, donc des frais de scolarité sont à prévoir sur les statuts étudiants de 7 000 € par an, comme ça c'est dit, sur 1 ou 2 ans en fonction des formations. Et puis en apprentissage, et bien là, effectivement, la scolarité, elle est financée et rémunérée dans le cadre d'un contrat de travail en apprentissage. Donc là, plus de frais de scolarité à prévoir et en plus, on est rémunéré. Mais vous allez voir effectivement que ces bachelors sur la première année, en tout cas, à minima, ne sont pas proposés sous statut apprenti pour une raison simple, c'est que vous l'avez vu, il faut de nombreuses connaissances pour pouvoir intégrer ces métiers, de nombreuses compétences, et il est compliqué de trouver une alternance en sortie de bac. Donc l'idée effectivement de ces bachelors grades de licence, c'est de commencer sous statut étudiant en 1 an ou en 2 ans pour pouvoir bien se préparer et ensuite trouver plus facilement une entreprise pour l'alternance. Ce sont des formations que l'on peut retrouver sur Parcoursup, il y a, sur études de dossier et entretien de motivation, et une proposition d'admission qui est faite sur Parcoursup. Donc cette année, je crois que c'est le 2 juin. Voilà. Voilà pour vous donner un ordre d'idée général. Alors, qu'avons-nous à vous présenter? Eh bien, nous avons un bachelor IA, tout simplement, qui se fait sur 2 campus en France, le campus de Rouen, il existe déjà depuis quelques années, et depuis cette année, il y a également le campus de Toulouse qui le propose. Et à Toulouse, c'est une section anglophone. Voilà, donc pour des gens qui peuvent être tout à fait francophones, mais vous l'avez compris, comme c'est le langage de référence, il paraissait intéressant aussi de proposer cette formation tout en anglais. Donc à Rouen, elle est en français, à Toulouse, elle est en anglais. C'est donc une formation donc toujours en 3 ans, avec une première année sous statut étudiant avec un stage de 12 semaines et les 2 années qui suivent en apprentissage. Donc là, on va être sur quelque chose de global, où on va apprendre à faire effectivement du développement, à concevoir une solution IA et à la développer, à la maintenir, à piloter un projet. Voilà, vous avez quelques exemples de métiers qui sont notés ici. Effectivement, on reste sur un bachelor en IA. À la suite de ce type de bachelor, on peut aller travailler ou alors on peut rejoindre un cursus ingénieur, si on le souhaite, ingénieur en informatique. Voilà, c'est tout. Ou alors un master, si on le souhaite, puisque c'est un bachelor grade de licence. Donc on peut aller faire un master, on peut aller en diplôme d'ingénieur ou on peut aller travailler. Le bachelor IA santé, et oui, une spécificité dijonnaise, vous l'avez compris, on est très attaché à cette thématique sur laquelle on travaille effectivement en partenariat avec l'université Sciences de Santé et avec des partenariats tels que le CHU. Donc à Dijon, une formation spécifique, bachelor grade de licence également en intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé cette fois-ci. Donc là, cette fois, nous allons avoir 2 années sous statut étudiant et la 3e année en apprentissage. Voilà. Avec des exemples de métiers qui sont
plus ou moins les mêmes que ceux qu'on a vus avant, développeurs de solutions. Alors, développeurs de solutions et santé, ça c'est particulier, mais on a les architectes de solutions IA, mais spécialisés à la santé. Voilà. On a le même type de métier, mais vraiment appliqué au domaine de la santé. Aujourd'hui, En voilà. fait, c'est Oui, en vas-y. fait, c'est les mêmes métiers en fait qu'on a détaillés tout à l'heure. C'est juste en fait Tout à avec fait. une coloration santé. Exactement. Là, ce qu'on ajoute en fait, c'est développeur de solutions en e-santé. Donc, c'est quelqu'un en fait qui développe des applications genre Doctolib par exemple, ou bien des applications de prise, voilà, donc de gestion de médicaments. Donc, c'est des applications qui vont faciliter en fait la vie aux professionnels de santé. Voilà. Merci, Amine. Hop, donc pour une IA qui a du sens. Et voilà pour les bachelors, très rapidement, donc des bac+3 qui permettent d'avoir un niveau licence, d'aller travailler ou de continuer en diplôme d'ingénieur ou en master, d'abord sous statut étudiant, ensuite en alternance, avec toujours des stages de mobilité internationale aussi, de l'anglais bien évidemment, voilà, et des domaines, voilà, on va évidemment faire des maths, on va évidemment faire de l'informatique. Voilà, je vous ai mis le QR code en amont, vous pouvez aller voir les cursus sur notre site internet. Une autre formation possible, on l'a vu, il y a beaucoup d'ingénieurs dans ces métiers-là. CESI propose également des cursus ingénieurs en 5 ans. Donc, qui dit cursus ingénieur en 5 ans dit intégration directe après le bac dans l'école d'ingénieur. Donc, pour des bacs avec des spécialités scientifiques, toujours des maths, et après, il peut y avoir des sciences de l'ingénieur, NSI, physique, ou éventuellement SVT, ou alors des gens qui sont issus de bac STI 2D. Voilà. Donc, cette formation, alors je passe rapidement, tac, pour vous donner un petit cursus. Vous avez également le QR code qui vous permet d'aller regarder un petit peu plus en détail si ça vous intéresse. Simplement, pour faire très simple, en première année, le tronc est commun aux différentes spécialités de l'école. Donc, on fait de l'informatique, mais pas que. On va aussi faire de l'industrie, du BTP, de l'électronique. En deuxième année, on choisit déjà une mineure parmi les 4 spécialités de l'école, généraliste, sciences du numérique, donc tout ce qui est informatique, génie civil ou système embarqué. Et puis ensuite, effectivement, les 3 dernières années, on est en cycle ingénieur et là, on va se spécialiser dans différents secteurs. Donc nous, on va vous faire le focus sur celle-ci, puisqu'il y a pas mal de choses. On ne va pas vous parler du BTP, ça n'a aucun sens. On voulait vous faire un focus sur l'ingénieur en sciences du numérique avec l'option Data Science et Intelligence Artificielle. Pas de miracle. Et à l'issue de ces diplômes d'ingénieur, qui sont bien sûr habilités par la commission des titres d'ingénieur, soit on peut aller travailler, soit on peut continuer en doctorat pour ceux qui le souhaitent. Hop, pour viser un bac+8. Alors, oui, très rapidement, donc cursus, alors je vous donne les modalités d'admission et puis ensuite je laisse la main à Khalil pour vous expliquer le contenu. Donc, quand on veut intégrer après le bac, ces formations, elles sont sur Parcoursup. Donc, on l'a dit, des bacs plutôt à dominante scientifique, enseignement de spécialité scientifique ou STI 2D. Parcoursup, il y a des frais de dossier si on n'est pas boursier, donc de 50 euros. On analyse votre dossier et ensuite il y a un entretien de motivation. Ce sont bien des chargés de relations candidats-entreprises qui analysent le dossier. Ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas Parcoursup, c'est bien des personnes qui sont derrière. L'entretien de motivation se fait généralement autour des vacances de Pâques et la réponse est donnée sur Parcoursup. Il y a des frais de scolarité sur le cycle préparatoire de 6 500 euros par an. Pour les étudiants en Union européenne, 8 500. Voilà, parce que c'est évidemment ouvert aux étudiants internationaux également. Hop. Sur le cycle, le cursus ingénieur, je passe rapidement donc les 3 dernières années. Je laisse Khalil peut-être expliquer ce qu'on fait en cycle ingénieur sciences du numérique, en particulier sur la majeure data science et IA. Donc, pour le programme ingénieur en sciences du numérique, et notamment donc, en suivant un parcours avec la majeure data science, voire même l'option data science, donc au début donc, du parcours du jeune ingénieur ou du futur diplômé, il va apprendre au début donc, tout ce qui est outils mathématiques, algorithmique, analyse statistique, théorie des graphes, logique combinatoire. Ensuite, on va passer à un peu plus des étapes de résolution ou des cours de résolution de problèmes, donc de recherche opérationnelle, analyse et résolution donc, de problèmes complexes et de la veille documentaire. Ensuite, on va passer à des étapes beaucoup plus avancées donc, en IA, notamment, qui nous intéresse aujourd'hui, donc en créant des modèles d'intelligence artificielle capables donc, d'apprendre d'eux-mêmes. On a des exemples d'apprentissage par renforcement, on a des systèmes experts, et voilà, donc appliqués dans des domaines qui sont
simples hein, pour des raisons pédagogiques, mais qui peuvent devenir très très complexes très très rapidement en utilisant des modèles beaucoup plus avancés, tels que des techniques du deep learning qui nécessitent une connaissance beaucoup plus avancée en IA. Bien sûr, tout cela est accompagné avec des cours ou des blocs en sciences humaines, économiques, juridiques et sociales, parce que quand on parle d'IA aujourd'hui, c'est lié directement à de l'éthique, mais c'est aussi lié au management, à la gestion de projet, à la gestion d'équipe. Donc, il y aura aussi des notions qui seront en rapport avec ça. Pour résumer, pour vous donner un peu le parcours d'un futur ingénieur IA s'il rentre dans le cycle ingénieur, en arrivant en première année, c'est un tronc commun. Donc, il y aura des disciplines variées, traitement de signal, mécanique, électronique et d'autres domaines. Notamment, on a les bases de données. Donc, au début, en première année, les étudiants vont apprendre des bases de programmation, mais aussi la gestion des systèmes de bases de données. Donc, apprendre à faire des requêtes sur les différentes bases de données. Donc, en deuxième année, ils vont choisir la mineure informatique. Dans la mineure informatique, ils vont beaucoup plus apprendre tout ce qui est développement, donc les bonnes pratiques du développement. Donc, ils vont apprendre différents langages de programmation qu'ils n'ont pas appris avant, et différents paradigmes aussi de programmation, donc, notamment la programmation orientée objet, ou aussi de la programmation web. La troisième année, on va se diriger donc vers des notions basiques en IA. Donc, on aura une introduction à l'IA, où on va apprendre qu'est-ce que c'est un modèle d'IA, comment je dois préparer mes données pour que ce soit exploitable pour que ce soit exploitable par des modèles d'IA. Et on a aussi un autre module qui est le Big Data, ou plutôt le Data Mining, si on veut. Et donc, c'est un module qui va apprendre les bases du métier de Data Analyst. Et donc, c'est tout ce qui est l'art de bien présenter les données, donc de trouver l'information essentielle qu'on recherche dans les données, d'utiliser les bonnes statistiques pour récupérer les bonnes données. Et ensuite, en quatrième année, on va passer à la majeure IA, ou majeure IA et Data Science. Et là, on va apprendre beaucoup plus à créer des modèles d'IA qui sont beaucoup plus complexes, notamment des modèles de deep learning ou des LLM, hein, donc Large Language Models, comme ChatGPT ou autres. Et donc là, on va passer plus sur un métier de data scientist ou de data engineer. En cinquième année, on a aussi l'option data science qui permet aussi d'approfondir beaucoup plus sur ce domaine-là. Et donc, si vous voyez, en quelque sorte, au début de la première année, on apprend base de données, un peu d'un cursus général. Deuxième année, beaucoup plus de la programmation. Troisième année, le métier de data analyst. Quatrième année, on avance vers un métier de data scientist. Cinquième année, un mélange entre la quatrième et cinquième année, c'est data scientist et data engineer un peu plus avancé. Et ce qui est en plus en cinquième année, c'est les cours en gestion de projet. Et donc, ça nous fait construire à la fin un chef de projet IA capable de faire soit un métier de data analyst, de data scientist, de data engineer ou globalement d'un chef de projet en IA. Et donc, c'est un cursus assez complet qui permet d'aboutir vers n'importe quel métier. Ensuite, c'est au choix de l'élève de choisir un métier ou un autre. Super, merci pour tous ces éléments. Je vais passer rapidement sur le reste. Donc, effectivement, il y a différents stages. Vous l'aurez, hein, vous aurez la présentation en fonction des différentes années, avec toujours une mobilité internationale. Donc, sous statut étudiant, ça peut être un semestre académique, par exemple, ou un double diplôme. Ces formations, ce cycle ingénieur, donc les 3 dernières années, donc après 2 ans de cycle préparatoire ou un BUT ou une classe prépa grande école ou une licence scientifique peut aussi se faire en apprentissage. Donc là, on va avoir un ingénieur informatique en apprentissage, toujours avec une forte intégration. Alors là, encore avec une plus forte intégration entreprise, évidemment, puisqu'il sera en alternance, avec toujours une mobilité internationale. Je passe rapidement, mais voilà, sachez que ça existe sous statut étudiant et en alternance pour les 3 dernières années. Et des modalités d'admission que vous retrouverez ici et que vous retrouverez sur notre site internet, qui sont différentes selon effectivement qu'on est issu d'une classe prépa grande école, d'une licence, d'un cycle intégré à saisie. Voilà, il y a différents types de modalités d'admission, avec ou pas des épreuves écrites, avec ou pas des frais de dossier, en fonction de l'alternance, de pas l'alternance et du cursus duquel on vient. Voilà, mais en tout cas, vous avez tout ça ici, et puis vous l'aurez effectivement dans la présentation. Hop, et sur notre site internet, bien sûr.
Il est déjà 18h55, on voudrait vous laisser un petit peu de temps pour les questions. Donc, simplement, pour terminer, si vous avez envie d'en savoir plus sur ces différents métiers, sur ces différentes formations ou d'autres, eh bien, vous pouvez venir rencontrer nos équipes, nos enseignants-chercheurs, nos étudiants lors de la prochaine journée portes ouvertes qui aura lieu sur tous les campus le 7 décembre à partir de 9h. Donc, vous pouvez aller voir ça. Effectivement, vous avez un petit mode inscription saisie.fr/JPO. L'inscription est recommandée, ça nous fait gagner du temps le jour J, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous décidez au dernier moment, vous serez quand même les bienvenus. Donc, journée porte ouverte à partir de 9h sur tous les campus. N'hésitez pas à aller voir sur les sites des différents campus les horaires exacts, puisque les horaires peuvent varier d'un campus à l'autre. Voilà, sur l'horaire de fin en tout cas. Et puis, je vous note également, je vous ai noté également le numéro du service client et le formulaire de contact saisi qui vous permet de joindre tel ou tel campus ou le téléphone si vous préférez. Voilà, pour pouvoir joindre un campus en particulier. Si vous rencontrez des difficultés, si vous n'arrivez pas à vous repérer sur notre site internet, n'hésitez pas à contacter le service client.